Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouvel après-midi d'échange sur ce thème de Futurapolis Santé toujours jeune. Deux petites informations avant de vous dire quelques mots de notre conférence. D'abord, rendez-vous, n'hésitez pas à aller voir notre libraire où vous retrouverez tous les ouvrages de nos experts et beaucoup d'entre eux pourront vous les dédicacer. Et puis surtout, vous l'avez vu tous sur le programme, à 17h30, la conférence exceptionnelle avec Pascal Bruckner. Alors, en ce début d'après-midi, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Il en a été beaucoup question depuis hier, qui est bouger une nécessité. Donc, nous allons évoquer l'importance de l'activité physique, l'importance du sport également. Et on a la chance d'avoir trois invités absolument exceptionnels que je vous demande d'accueillir. Et tout d'abord, Madame Nathalie Lamoureux, qui est traîneuse et qui est la première femme journaliste du poids à avoir réussi l'ascension de l'Everest. Et Nathalie a également coécrit un ouvrage, l'Everest en partage, que vous trouverez auprès de notre libraire. Également, je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Jonathan Drutel. Vous avez sans doute entendu parler de lui. Il se bat contre la mucoviscidose. À l'âge de 24 ans, il a subi une double greffe poumon et un an plus tard, une double greffe cœur-poumon. Et depuis, vous avez multiplié les exploits sportifs jusqu'à l'Ironman. Et l'Ironman, c'est aussi le titre du livre disponible auprès de notre libraire et que vous pourrez dédicacer au terme de nos échanges. Et enfin, beaucoup d'applaudissements aussi pour le professeur Grégory Nino, professeur à l'Université de Montpellier, chargé de recherche à l'Institut du cancer et qui est l'auteur du guide professionnel des interventions non médicamenteuses, qui est un ouvrage absolument passionnant et qui est paru aux éditions Duno. Et pour animer ces échanges, Olivier Biscaye, le rédacteur en chef de Midi Libre. Olivier, je vous laisse tout de suite avec nos trois invités et bien sûr, on vous donnera la parole pour que vous puissiez vous aussi leur poser des questions. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence Sport et Santé. Alors, c'est un sujet extrêmement large qu'on a voulu cerner autour d'une thématique, comment le sport peut aider à être en meilleure santé, comment on peut, avec le sport, surmonter un certain nombre d'épreuves de la vie. Et nos invités vont pouvoir nous en parler. Je voudrais qu'on puisse démarrer avec vous, Jonathan Drutel. On l'a dit, vous êtes atteint de la mucoviscidose et le sport, dans ce cadre-là, vous a beaucoup aidé à surmonter l'épreuve. Ça a été une vraie thérapie. Une énergie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Je pense que oui, ça a été. Il y a eu différentes phases forcément dans ma vie. Une première phase où on est simplement atteint de mucoviscidose avec des difficultés surtout respiratoires. Elle atteint tous les organes, mais ce qui cause vraiment la mort chez un patient atteint de muco, c'est la détresse respiratoire finalement. Et oui, le sport, ça a été grandiose pour moi. C'est une thérapie depuis tout petit parce qu'elle permet de se battre, c'est respiratoire, donc le fait de faire fonctionner ses poumons, c'est très important. Et puis après, il y a eu d'autres étapes qui ont fait que ça a été encore une thérapie, mais pour s'en sortir et pour continuer et pour avoir envie de vivre. Alors, on va aller un peu plus loin et je voudrais que vous racontiez dans le détail parce qu'en effet, atteint de mucoviscidose, première greffe des poumons à 24 ans, on l'a dit, c'est un échec. Un an plus tard, une double greffe, cœur-poumon, à 25 ans. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à multiplier les activités sportives, course à pied, vélo, marathon. Comment on se lance avec cela? Est-ce qu'on a le courage? Comment on trouve le courage pour faire cela? C'est vrai, donc pour en finir, on n'en avait pas parlé, mais c'est vrai que j'ai été transplanté. Donc il y a plusieurs phases dans la mucoviscidose, ça faut bien s'en rendre compte. Donc une première phase où on va plus ou moins bien, et puis les soins s'enchaînent, etc. Moi, il y a une phase qui est phare et que j'aime bien raconter, mais qui est importante à comprendre. C'est le moment où la mucoviscidose, elle décide de commencer à tuer. Donc c'est là où des soins s'enchaînent, où on est vraiment en détresse respiratoire, où moi, il m'était quasiment impossible de me brosser les dents ou de marcher. Dans ces phases-là, c'est compliqué. Forcément, à l'époque, je faisais plus de sport, bien que c'était une énergie quand j'étais plus petit pour essayer d'atteindre l'âge le plus lointain possible sans avoir eu d'intervention. Et puis après, en effet, c'est quand cette phase-là est là, le seul recours, c'est la transplantation. Donc la transplantation pulmonaire,
elle échoue, cœur-poumon ensuite. Et après, bah, c'est miraculeux finalement. Je n'ai jamais été aussi en bonne santé qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que c'était de respirer sans me dire je vais respirer. Non, non, là ça passe tout seul. L'air, il rentre, il sort. C'est un véritable miracle. Et puis malgré tout ça, il y a un moment, bah, je vais bien, quoi. Et moi, il n'y a jamais un moment dans ma vie où j'allais bien finalement. Et là, je ne sais plus quoi faire de ma vie à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? C'est compliqué. Et c'est là où le sport arrive encore une fois, et il me sauve parce qu'il me permet de me relancer, d'avoir des défis plus ou moins extraordinaires, et il me donne finalement une raison de vivre, partager mon combat derrière via le sport, et ça devient mon oxygène finalement aujourd'hui, quoi. Alors, pas plus ou moins extraordinaire, plus extraordinaire, c'est très extraordinaire parce que course à pied, vélo, c'est pas simplement de la balade que vous faites. Alors, un marathon de Paris en 2017 en 5h16, plutôt pas mal quand même. Et puis l'Ironman l'année suivante, hein, c'est cela. Là aussi, racontez-nous et racontez, parce que c'est très important dans votre vie, ce moment-là. Ouais, c'est l'Ironman aujourd'hui, je dirais qu'il a changé ma vie. Il m'a aidé à accepter tout ce qui s'est passé, et il m'a aidé à partager finalement, et à donner, à essayer de donner de l'espoir à ceux aujourd'hui qui en ont besoin. Donc c'est un retour qui est vraiment gagnant-gagnant que j'entretiens avec des personnes qui sont dans la difficulté. Et moi, je leur apporte ce bien-être, cet espoir-là de, bah ok, il y a 10 ans, j'étais quasi condamné à mourir. Et finalement, aujourd'hui, ben, c'est une victoire, quoi. Être rien que sur la ligne de départ d'un Ironman, on peut pas... c'est compliqué de vous faire tout le imaginer vous nous dites ce que c'est que l'Ironman pour tout le monde, peut-être pour que tout le monde comprenne ce que c'est, ouais, que cette course et ce moment-là. Un Ironman, c'est 3 km 8 de natation. Donc là, c'était à Nice, donc c'est 3 km 8 dans la mer, suivi de 180 km de vélo. Donc là, c'était aussi à Nice, donc dans l'arrière-pays, avec le parcours exigeant qu'il peut y avoir via le nombre de cols qu'il pouvait y avoir. Et puis, pour finir, c'est un marathon. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait à Paris en 2017, mais après, finalement, tout le reste. Donc oui, c'est rien que le fait, moi, de pouvoir avoir fait l'entraînement, finalement, pour m'aligner le jour J sur cette ligne de départ. C'était exceptionnel. Le matin, dans les lunettes de plongée, j'avais les larmes qui coulaient parce que, c'est compliqué à expliquer, mais c'était une victoire d'être là. Alors le finir, je pense que c'était compliqué de l'imaginer, mais ça a été grandiose. En effet, la finish line d'un Ironman, il y a un monde extraordinaire et on est porté d'une manière incroyable. C'est une épreuve grandiose. Et vous en avez fait un livre, Ironman, aux éditions Mareuil, dans lequel vous racontez à la fois la détermination, le courage bien sûr, et puis le cap que vous vous êtes fixé, qui j'imagine a aussi eu un impact sur votre entourage, sur votre famille. Ouais, on parle souvent finalement de l'impact d'une maladie ou autre sur le patient qui en est atteint, mais la maladie, elle est difficile pour toute la famille, et elle provoque des tensions, dans mon cas des divorces, voilà, des choses où voilà, ça devient très compliqué. Et finalement, la guérison provoque aussi tout l'inverse, quoi. Et l'Ironman provoque un espoir, une réconciliation de moi et mes parents, par exemple. Et voilà, ça a des vertus finalement incroyables. Donc via le sport, on arrive finalement, voilà, à provoquer des choses qu'on n'imaginait pas. Merci pour votre témoignage. Je vous propose d'applaudir parce que c'est un très très beau témoignage. Celui de Jonathan Drutel. Merci. Avant de passer à Nathalie, peut-être un petit mot, Grégory, peut-être une observation. Prenez un micro, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler évidemment de cette thérapie, comment le sport peut agir sur la santé. Un petit mot peut-être d'observation. Le mot important, c'est admiration, et le deuxième mot important, c'est résilience. En quoi et comment, finalement, d'une grande difficulté comme une telle maladie, l'activité physique et là, en l'occurrence, le sport, va permettre d'être résilient et d'être quasiment un individu peut-être meilleur au sens de plus attentif aux autres, plus soucieux des autres, plus en relation avec les autres. Je pense que c'est un élément important, ce mot, résilience. Merci Grégory. Nathalie Lamoureux, alors on va
s'échanger. Voilà, les micros, merci beaucoup. On l'a dit, vous êtes journaliste, vous pratiquez les courses longue distance, hein, l'exploration de la très haute altitude, on peut dire ça comme ça. Là encore, vous aussi, courage, détermination et envie d'aller toujours plus loin. Racontez-nous comment c'est venu tout ça. Moi, j'ai commencé par un semi-marathon et je me suis dit, si je réussis un semi-marathon, pourquoi je ne pourrais pas faire un marathon? C'est vrai que je n'ai pas forcément un passé très sportif. Je me suis mise au marathon sur le tard, comme beaucoup en fait, de personnes à l'âge de 38 ans. Et puis, c'est vrai que Je crois qu'on a un petit il faut savoir aussi que le sport, en fait, les courses longue distance, c'est pas uniquement de la performance, c'est aussi des histoires d'amitié, de rencontres, où finalement il suffit qu'on fasse une course, on rencontre une personne, et puis après elle nous dit, on peut peut-être aller en faire une autre, et puis ça s'enchaîne. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque course, il y a un sentiment je dirais valorisant, parce que moi mon but, c'est pas tant d'avoir un classement, d'être la première, je le serai jamais, j'ai pas le niveau, mais c'est de finir, parce que finir un ultra trail, c'est-à-dire 48 heures, je dirais, dans la montagne, 160 km, 10 000 mètres de dénivelé, et bien finir ça, c'est grandiose, c'est magique. Et je comprends tout à fait ce que pouvait ressentir Grégory, parce qu'en fait, son expérience, elle est extrêmement intéressante, parce que lui, il a repris possession de son corps. Et faire du sport, c'est se bâtir un corps. On est des sculpteurs, on est des sculpteurs de notre corps, c'est-à-dire de notre sang, de nos os, c'est notre matériau, en fait. Alors, on l'a dit, des courses très exigeantes, hein, Diagonale des Fous, Marathon des Sables, hein, Oui. ça c'est toutes les courses barrées, comme on dit. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit pendant ces courses-là pour tenir? C'est vrai, il y a quelques éléments, mais enfin, il faut aller au bout. Oui, il faut aller au bout, mais je trouve, en fait, ces courses, elles montrent que le corps peut beaucoup de choses. En fait, un ultra-trail, c'est magique, parce que le corps peut avoir, je dirais, accuser le coup, avoir une grosse défaillance, et puis vous reposez 1 heure et ça repart. En fait, c'est des enchaînements entre des moments d'épuisement et de résurrection. Et là, quand on renaît, c'est comme si en fait on passait de l'autre côté, on entrait dans une autre dimension. Alors à un moment donné, ça s'arrête puisque je dirais, il faut se reposer. Mais c'est vrai qu'il y a un petit jeu avec la mort, l'épuisement, parce que quand on courir, c'est dépenser de l'énergie. Plus on dépense de l'énergie, plus on va vers la mort. Et on flirte un petit peu avec ce moment. Et après, on se repose et on renaît. Donc c'est magique. Quand vous vous hissez au sommet de l'Everest, c'est ce que vous avez connu, c'est ce sentiment-là? Alors au sommet de l'Everest, c'est différent. C'est en 2013, hein, c'est ça? Oui, c'est en 2013. C'est pas du tout la même expérience. Déjà, vous êtes dans un environnement, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc vous risquez à tout moment de ne plus être lucide. Donc il y a surtout une lutte pour être lucide, pour bien comprendre ce que vous faites. Par exemple, quand vous êtes en très haute altitude, si votre gourde, par exemple, elle tombe, il peut se passer 1/4 d'heure entre le moment où vous décidez de la ramasser et le moment où vous allez la ramasser. Ou alors, il y a des choses qui se passent dans le corps. Par exemple, vous avez un sentiment de... C'est comme si vous n'étiez pas en fait sur la montagne, c'est quelqu'un d'autre. Et puis il y a votre esprit qui sort un petit peu de votre corps et c'est des sensations très très bizarres qui sont justement liées à l'hypoxie. Il faut faire très attention. Alors, vous racontez dans vos livres, je vais citer en effet ce livre-là, L'Everest en partage, hein, c'est aux éditions La Fontaine de Siloé, que vous dédicacerez tout à l'heure. Ce que j'ai lu aussi, vous avez fait des rencontres exceptionnelles lorsque vous avez gravi l'Everest, et notamment un homme qui avait un cancer et qui, par cette épreuve, luttait contre la maladie. En tout cas, c'était un moteur, c'était une énergie, c'est ce que vous racontez. Hein. Tout à fait. C'était Gérard Bourras. En fait, c'est un monsieur qui, 6 mois après avoir un cancer du rein, qui est parti faire le marathon des sables. Puis après, il a fait l'Everest. Et là, l'Everest, il n'a pas eu de chance. Il devait être à 200 mètres du sommet. Il s'est gelé les doigts de pied, il s'est gelé les mains, il a dû être amputé. Il est rentré. C'était extrêmement difficile pour lui.
Et au bout de 8 mois, il est reparti faire la Diagonale des Faux. Et je dirais, aujourd'hui, il est décédé. Mais je crois que ces 10 années où il a fait que du trail, des expéditions en montagne, il était extrêmement heureux. Donc un monteur. Oui, tout à fait, c'est un moteur, bien sûr. Jonathan, peut-être avant, vous prenez le micro, je voudrais que vous réagissiez peut-être à ce que venait de dire Nathalie sur l'expérience qu'elle-même elle a traversée et vous-même aussi dans cet Ironman. Vous vous retrouvez dans ce que dit Nathalie? Ouais, c'est un petit peu différent quand même. Moi, j'ai pas eu ces états de semi-rêve ou de semi-inconscience. Mais oui, c'est des moments, de toute manière, pour finir ce genre d'épreuve, il faut savoir pourquoi on est là. Moi, clairement, je savais pourquoi j'étais là. J'ai envie de vivre, j'ai envie de partager, j'ai envie de montrer au monde entier que c'est possible de vivre, même quand on avait finalement sur son lit de naissance marqué « tu vas mourir à 14 ans ». Ben non, aujourd'hui j'en ai 35, je suis là et j'ai fait un Ironman. Et ça, voilà, c'était mon moteur de faire ça aussi pour tous ceux que je connais, atteints de la muco, qui n'avaient pas eu de transplantation, qui sont décédés ou qui sont décédés faute de greffe, etc. Voilà, moi c'était vraiment mon moteur et c'est grâce à ça que je suis allé jusqu'au bout. C'est des épreuves quand même qui sont très difficiles, où on passe par tous les états. Comme tu le disais, c'est super compliqué. Des moments, on se dit mais on va jamais arriver au bout. Et puis finalement, 1 heure après, on a un regain d'énergie et tout va mieux. Et voilà, je me reconnais dans certaines dans son intervention, totalement. L'entraînement, vous le disiez, alors là vous avez fait en effet des courses extrêmement exigeantes, barrées, hein, c'est votre terme, hein, je le reprends. Bon, c'est un peu l'image que je donne, mais en fait on n'est pas si barré que ça. Hein. Je crois qu'en fait, si on était tous rationnels, Ouais. eh bien il y aurait beaucoup en fait d'inhibition. Et une société où il y a beaucoup d'inhibition, à un moment donné, ça crée trop de tension, il faut du relâchement. Et donc, au niveau individuel, quelque part, on participe un petit peu à, je dirais, ces moments de folie. Et il faut ces moments de folie pour parfois supporter la vie, quoi. Au-delà de ces courses, il y a évidemment l'entraînement régulier. Je ferai ensuite le lien avec Grégory, hein, puisque vous courez beaucoup dans Paris ou autour. C'est bien cela, je dois comprendre. En ce moment, j'en fais un petit peu moins, mais c'est vrai que je me suis beaucoup... Comme je fais plutôt des courses de montagne, moi, je vais là où il y a du dénivelé. Donc, moi, je me suis beaucoup entraînée à Paris sur les escaliers. J'ai fait beaucoup de séances d'escalier. L'Everest, je me suis entraînée à la Tour Eiffel en hiver pour me retrouver dans des situations d'hypoxie. Puisque bon, j'ai pas grimpé la Tour Eiffel, hein, j'ai uniquement couru les 2 premiers étages. Et puis après, il y a le bois de Boulogne, le parc de Saint-Cloud. Donc il y a de quoi faire, j'irai en ville. En tout cas, soit être régulier, c'est ce que vous dites. Oui, régulier, 3-4 fois par semaine. D'accord. Grégory, je vais vous laisser peut-être un micro. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Montpellier depuis 2008, chargé de recherche en soins de support à l'Institut du cancer de Montpellier, hein, l'ICM. Et vos recherches, on le sait ici dans cette ville, portent sur les modèles intégratifs d'ajustement psychologique, hein, et comportemental à une maladie chronique ou à un cancer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour qu'on comprenne tous ce que vous faites? Parce que dit comme ça, il y a un peu de jargon. C'est un peu du jargon, en effet. En fait, moi, ma montagne favorite, c'est le Pic Saint-Loup. Donc, vous voyez qu'on est très loin de l'Everest. Bon, ça ne vous parle pas, mais voilà, c'est juste 500 mètres. Et mon Ironman, c'est juste 20 km. Donc, effectivement, mon but à l'Université de Montpellier est de mener des recherches pour voir comment, finalement, ces personnes qui ont potentiellement une maladie chronique vont avoir une santé améliorée ou vont avoir ou une qualité de vie améliorée. Et donc on mène des études les plus rigoureuses possibles pour dire que ce que vous faites, c'est totalement intuitif et vous avez des résultats absolument exceptionnels, et on discute avec des gens qui sont aussi exceptionnels que vous, mais aussi des personnes qui vont avoir des cancers avancés, qui vont avoir des maladies chroniques très avancées ou un âge très avancé, puisque c'est le sujet quand même de la journée, et sur lequel, même à 100 ans, pour être très très résumé, on peut refabriquer du muscle, quel que soit l'âge, on peut refabriquer du neurone, quel que soit l'âge, on peut refabriquer du tendon, quel que soit l'âge, mais simplement, on va refabriquer du métabolisme pertinent, quel que soit l'âge, et on voit à quel point, finalement, il y a une adaptabilité
du corps et on redécouvre des choses. Bon, évidemment, ici, il n'y a que des gens de moins de 20 ans, mais pour ceux qui ont plus de 20 ans dans la salle et qui ont eu des cours de biologie, etc., on a appris qu'on naissait avec un nombre de neurones et finalement, il n'y avait pas de nouveaux neurones qui pouvaient se créer. On a appris qu'on avait un potentiel musculaire et qu'avec le vieillissement, on allait perdre du muscle. Et on voit aujourd'hui plein de personnes absolument exceptionnelles, quel que soit l'âge et quelle que soit la sévérité de la maladie, à avoir plus de muscles, plus de neurones, plus de capacité à finalement subir des choses qui, dans la vie, ont été une tragédie au sens de c'est pas leur faute d'avoir cette pathologie comme la mucoviscidose, mais on voit à quel point ce niveau de résilience est important. Donc voilà ce qu'on fait. Alors, par exemple, pour prévenir les récidives chez les personnes souffrant d'un cancer, vous préconisez du sport ou de l'activité physique? Parce que je sais que vous êtes tatillon sur le sujet. Pouvez-vous préciser cela? Alors c'est important effectivement de préciser les choses. Il y a l'activité physique qui va avoir une vertu adaptée thérapeutique. Je vais en parler. Et il y a d'abord l'activité physique au sens large, dont le sport. Et on a montré que chez les patients qui ont un cancer, pour plein de raisons, et notamment un réflexe qu'on peut avoir quand on a eu une grippe, qu'est-ce qu'on fait? On se repose. Et bien de la même façon, quand il y a une annonce d'un cancer, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on est un peu choqué et toute la famille va protéger la personne et on va être de plus en plus sédentaire. Et en fait, cette sédentarité, elle est très conséquente et parfois très très conséquente au sens de je ne vais plus aller chercher le pain, t'en fais pas, je vais y aller pour toi. Et donc c'est une autre personne qui va chercher le pain, etc. Et donc on devient extrêmement sédentaire. Donc toutes les activités qui vont être importantes, aujourd'hui les recommandations témoignent à quel point on peut avoir des bénéfices santé très significatifs, pas forcément en lien avec le cancer, mais en tout cas un état de santé meilleur, une autonomie meilleure, des relations sociales meilleures. Donc ça, c'est des recherches qui ont été menées dans les années 80-90 et qui aujourd'hui arrivent, sur lesquelles théoriquement, des oncologues ou au centre anti-cancer de Montpellier, des services de soins de support vont recommander l'activité physique ou le sport. Et ensuite, il y a le deuxième point, qui est le point de y a-t-il des pratiques qui vont être bénéfiques à certains moments du parcours de soins pour potentiellement améliorer des effets spécifiques sur le cancer ou pas. Et là, des recherches assez récentes, on amène au centre anti-cancer, sur lequel on fait des études exactement, je vais vous parler de cette expertise collective, oui. Des études exactement comme le médicament, sur lequel on va comparer des groupes qui vont faire soit une pratique d'activité physique adaptée A ou une pratique d'activité physique adaptée B, et on va mesurer exactement comme le médicament les bénéfices santé qu'on peut avoir à court, à moyen et à long terme. Et pour le dire dans le cancer, sur certains cancers, le cancer du sein, le cancer du côlon en particulier, un programme d'activité physique d'au moins 3 séances par semaine va réduire le risque de récidive d'un nouveau cancer de 38%. Pour simplifier, vous avez une chance sur 3 de ne pas avoir un deuxième cancer si vous faites ces 3 séances d'activité physique avec à la fois de l'endurance et à la fois du renforcement musculaire. Mais en revanche, hélas, un certain nombre de personnes pensent que l'activité physique, c'est juste jouer aux fléchettes ou avoir un jeu vidéo, etc. Et non, il faut des doses suffisantes, il faut des pratiques suffisantes sur lesquelles les chercheurs, et donc cette expertise collective INSERM qui est disponible gratuitement à télécharger, on a passé 3 ans avec 20 chercheurs à étudier toutes les études et à dire, on est aujourd'hui en train de dire, il y a l'activité physique favorable à la santé, il faut bouger plus, c'est un élément important, y compris le sport, avec des vocations sociales, culturelles, mais il y a des programmes qui sont de véritables thérapeutiques non médicamenteuses avec des bénéfices significatifs. Donc des programmes spécifiques pour chacun. Ce que vous décrivez là, est-ce que c'est forcément répandu partout chez les médecins? Parce qu'on lit un peu enfin, tout le monde n'a pas forcément la même vision de l'activité physique, du sport et des programmes spécifiques. Vous confirmez ou... C'est une excellente question. Le nombre d'heures de cours chez un médecin, il y avait eu une évaluation sur son cursus de médecine, 2 heures sur l'activité physique et la santé, 2 heures. Donc il y a effectivement pour les nouveaux médecins tout un programme qui est en train de se mettre en place, d'autant plus que vous avez entendu parler de cette loi et de ce décret qui fait que tout médecin va avoir l'obligation de prescrire un programme d'activité physique adaptée à des malades chroniques. Ça veut dire que ça devient quelque chose de systématique. Vous imaginez la formation qu'on va devoir avoir, non seulement pour les médecins, mais pour tout le système de santé, et y compris peut-être aussi sensibiliser le patient au fait que ce n'est pas que bouger, mais bien un traitement comme un médicament qui va avoir des bénéfices santé significatifs.
Jonathan, dans votre cas, prenez un micro. Comment ça s'est passé avec l'équipe médicale? Alors, est-ce que là, par rapport à ce que dit Grégory Nino, il y a quelques conseils autour de l'activité physique, des programmes spécifiques ou pas du tout, c'est vous-même? Il y a eu une grosse évolution de ce côté-là dans le corps médical. Donc, quand je suis né, il était plutôt déconseillé pour un patient atteint de mucoviscidose de faire du sport parce que ça allait le fatiguer. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ils arrivent à mettre en place des coachs sportifs parce qu'il a été démontré que finalement, faire marcher les poumons et donc évacuer toutes les sécrétions qu'il peut avoir à l'intérieur des poumons, bah, ça apporte du bénéfice. Alors certes, de la fatigue au niveau de l'effort, par contre, ça apporte un tel bénéfice et un tel nettoyage au niveau des poumons que c'est très important. Pour ma part, après, quand je leur ai dit que j'allais faire le marathon, ça a été bon, ok, pas forcément très compliqué. L'Ironman un petit peu plus, Ouais. voilà, parce qu'ils m'ont dit bah là le marathon il est à la fin. Ok, bon, mais on a fait. J'ai jamais menti à mes médecins, on a toujours été en parfait accord. C'est ce qui a fait qu'ils m'ont fait confiance aussi. On a mis les examens autour pour vérifier que mon cœur et que mon corps ne souffraient pas à l'effort. Donc ça, c'était important. J'y suis pas allé à l'aveuglette. On savait que mon cœur allait résister à ce type d'effort. D'ailleurs, je pense que je suis finalement beaucoup plus suivi qu'une personne qui s'inscrit à un Ironman qui a fait simplement des flexions chez le docteur. Moi, voilà, j'ai des examens poussés derrière qui montraient que théoriquement, ça devait marcher. Après, il y a quand même différents types de médecins. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça, parce que mine de rien, il y a des risques derrière, comme toute personne, Bien sûr. et qui me disent bah, on t'a donné cet organe, tu devrais en profiter le plus longtemps possible. Ouais. Et puis tu as d'autres médecins qui m'ont suivi depuis tout petit, et puis qui comprennent en fait, parce que je fais ce que je n'ai pas pu faire depuis tout petit en fait. Donc je profite aujourd'hui de ma vie, et c'est ma manière de profiter. J'ai pas envie de vivre jusqu'à 100 ans, j'ai envie de vivre intensément le plus longtemps possible, mais intensément. Et voilà donc le pourquoi je prends ces risques qui sont assez mesurés mine de rien, mais voilà, en accord avec certains médecins et en désaccord avec d'autres. Grégory, peut-être plus largement, parce que beaucoup nous écoutent, quoi qu'il arrive, au-delà de la récidive, au-delà des maladies, quand on fait une thématique sport et santé, vous préconisez évidemment de faire du sport, de l'activité physique pour retarder les effets du vieillissement, pour se sentir mieux. C'est quand même un sujet, un conseil qu'il faut donner. Aujourd'hui, les recommandations, quel que soit l'âge, on va dire, pour être simple, à partir de 18 ans, c'est 2h30 d'activité physique par semaine, et vous ne pouvez compter dans ces 2h30 que si vous faites des tranches d'au moins 10 minutes. Donc en gros, si je cours un petit peu, je sprinte après le bus, ça ne rentre pas dans mes 2h30. Donc ça devient un peu difficile. Et la recommandation est de pouvoir faire non seulement de l'endurance. Pourquoi? Parce que nous avons des fibres de marathoniens pour plein de raisons. Nous sommes des sapiens sapiens. Et donc il y avait des chasses historiques en Afrique sur lesquelles on épuisait la bête. Et donc il y avait des chasses, et il y en a encore aujourd'hui, sur lesquelles il faut être endurant. Parce que ce plan métabolisme, c'est un métabolisme glucidique avec beaucoup de mécanismes spécifiques qui sont absolument indispensables. Mais en parallèle, il faut faire du renforcement musculaire. Je ne parle pas de musculation en train de se regarder devant la glace, mais plutôt de dire qu'il faut faire des exercices, notamment de monter ou de descendre les marches. Et donc dans les recommandations générales, le gros problème, c'est que pour les personnes âgées, par exemple, c'est traduit par « vous avez qu'à marcher ». Et en fait, les personnes âgées ne font que marcher à plat, à vitesse trop lente, et donc elles fabriquent, si vous voulez, pour être schématique, de la fibre de type 1, donc la fibre de marathonien, mais pas la fibre de sprinter. Donc il y a, à un moment donné, avec l'avancée en âge, des programmes qui vont devoir se caler de façon supplémentaire et d'aller voir des professionnels spécifiques pour avoir un soin plus personnalisé, et sur lequel je voudrais insister là-dessus parce que c'est un élément important. Une étude américaine sur 150 000 Américains suivis pendant 22 ans, à 50 ans, ils font le calcul de est-ce que les personnes font ces 2h30 ou pas. L'espérance de vie est à 50 ans pour une femme 14 ans supplémentaires. 14 ans supplémentaires à 50 ans, pas à 0, mais à 50 ans. Et 12 ans pour les hommes. Donc on voit bien à quel point on peut arriver à se soigner, entre guillemets, et agir sur sa santé. Et ensuite, il y a le cas où il y a une maladie, et c'est un autre sujet. Merci Grégory. Je vais tout de suite citer le nom de votre livre, le guide professionnel des interventions médicamenteuses. Non médicamenteuses. Non médicamenteuses, en effet, non médicamenteuses, c'est bien cela. Évaluation, réglementation et utilisation aux éditions Duno. On y reviendra tout à l'heure. Je vous propose de passer aux questions de la salle. Absolument. Donc qui souhaite poser la première question?
N'hésitez pas à lever la main auprès de nos hôtesses. Bonjour. 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 Là-bas, tout au fond. Oui, Je vous on vois, vous voit. très bien. Je vous remercie pour vos interventions. Vous avez parlé de l'activité physique et du sport en cas d'ALD ou pour éviter une rémission. Du coup, je ne comprends pas pourquoi, quand on est dans ces instituts du cancer, quand on est à l'hôpital, nulle part on prévoit, il y a un plan pour prévoir ce genre de choses. Pourquoi certaines mutuelles proposent le sport en thérapie et d'autres pas? Et pourquoi les médecins ne parlent jamais de cette fameuse loi dont vous nous avez parlé, qui va obliger, en cas de ALD, tout ça, de faire de l'activité physique ou du sport? Grégory. Merci. On a beaucoup échangé avec l'équipe de la ministre sur le sujet. On a fait évoluer le programme qui s'appelle aujourd'hui, qui est sorti au mois d'août, qui s'appelle le programme Sport Santé national, et sur lequel effectivement, pour des réflexes un peu franco-français, on a réservé, et vous avez raison de souligner ce mot, aux ALD, aux patients qui ont une affection de longue durée. Et tout l'enjeu, et nous ne sommes que des universitaires, c'est de convaincre le décideur public, et pourquoi pas le député, c'est pas mon job, mais de dire ça ne concerne pas, vous avez absolument raison, que les gens qui sont gravement atteints, mais également le début du diagnostic, et que les oncologues prennent le réflexe de dire c'est important de voir la taille de la tumeur et de qualifier la tumeur, mais il y a également un individu, une personne qui porte la tumeur et qu'il faut agir sur ces solutions-là. Donc Pierre Sénès, qui est le docteur ici, qui est le spécialiste et le directeur du centre de soins de support, on est en train de forcer le centre à ce que systématiquement, je dis bien systématiquement, il y ait une consultation sur la sédentarité, sur l'activité physique, et que demain, vous avez encore plus raison, le après-cancer, il y ait un remboursement. Et je suis d'accord aussi, je suis que d'accord, sur le fait que pour l'instant, les mutuelles l'utilisent de façon un peu différente, et sur lequel certaines vont rembourser 2 séances, certaines vont dire « Ah non, attention, c'est que du judo, hein, et strictement que du judo », d'autres vont dire « Attention, c'est du tai chi, c'est du yoga ». Il y a une hétérogénéité effectivement conséquente, mais vous verriez, enfin vous connaissez, vous probablement si vous me posez cette question, c'est que l'évolution en 10 ans est spectaculaire. Jamais j'aurais pu être ici avec Olivier Biscay, c'est un honneur total d'être ici, pour dire à quel point ces pratiques sont en train d'arriver, non seulement, je vais le redire, ont des bénéfices santé, ont des bénéfices sur la qualité de vie, mais un élément important qui va décider, j'espère, la ministre, c'est qu'on fait des économies. 1 euro investi dans le domaine avec des professionnels de santé en économise 5. Donc oui, normalement, il y a toutes les raisons à croire et pour croire qu'on va véritablement changer la donne et qu'il y aura peut-être une régulation nationale avec des équilibres pour que les gens précaires en bénéficient aussi, etc. Mais effectivement, on est à une phase pour l'instant d'expérimentation et pas quelque chose de cohérent. Je suis d'accord avec vous. Peut-être dans la continuité de ce que vient de dire monsieur, donc la formation des médecins ou des professionnels de santé, j'imagine que vous allez aussi l'aborder. Et je rebondis sur ce qu'a dit donc, votre voisin Jonathan Drutel en disant « Je fais la Royman en accord avec certains médecins, mais en désaccord avec d'autres ». Comment vous réagissez? Vous dites c'est une course quand même un peu particulière, ou est-ce que vous dites oui, il y a encore du boulot auprès de certains confrères? Alors, la question elle est essentielle. De la formation, ils ont franchi une étape importante déjà de dire bougez plus. La plupart commencent à dire bon, vous devriez bouger, ce qui est déjà une étape très significative. L'étape suivante, c'est de le prescrire et de le prescrire selon des modalités et que toute la chaîne soit constituée avec des kinésithérapeutes, avec des enseignants en activité physique adaptée, avec potentiellement des brevets professionnels sportifs qui vont aussi accompagner. C'est-à-dire que tout le territoire soit maillé. Et là, la Haute Autorité de Santé, on travaille avec elle pour définir très précisément ses parcours. Les agences régionales de santé sont en train de le faire. Mais en gros, dans 10 ans, je vous promets, je suis absolument convaincu que ces chaînes et ces parcours seront bien mieux tuilés. Et que là, pour l'instant, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et on a encore des patients qu'on reçoit en disant « Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. On m'a proposé une salle de gym avec que des gens qui font de la muscu. J'ai un cancer du sein. C'est tout à fait intolérable. Donnez-moi des choses qui peuvent exister. » Et il y a des jeunes start-upers, pourquoi pas ici dans la région, mais qui développent des solutions sur lesquelles on fait de l'activité physique en visioconférence. Il y a des jeunes start-upers qui sont en train de lancer dans des objets connectés santé sur lesquels on va pouvoir faire des solutions aussi. Donc toute cette offre est en train de s'organiser, mais effectivement, encore une fois, elle mérite d'être encadrée et c'est l'objectif là dans les 10 ans qui viennent. J'en suis sûr que ce sera fait. Merci beaucoup. Une autre question? Qui a le micro?
Alors, levez la main, s'il vous plaît. Non, pas de questions pour le moment. Alors en attendant, peut-être Oui, une j'en question. avais une. Écoutez, Allez-y. peut-être vous avez parlé après 18 ans. Comment ça se passe avant pour les plus jeunes, les jeunes ados, les plus jeunes sur cette thématique, cette question? Alors sur la prévention primaire, donc de personnes qui ne sont pas malades et qui sont jeunes, il y a des indications aujourd'hui d'une structure nationale qui s'appelle l'ONAPS, qui essaye d'évaluer tous les ans et fait des rapports tous les ans sur la sédentarité des Français. Et ils ont constaté un élément important, c'est que les jeunes filles de 15 ans à 25 ans sont dans une hypersédentarité, paradoxalement, plus que d'autres pays européens. Et donc, les jeunes filles sont véritablement à prendre en charge de façon particulière parce que justement, elles ont une hypersédentarité et que cette jeune génération qui a quoi comme solution? On n'a plus de trottinettes, on a des trottinettes électriques, on a plein de véhicules mécaniques, hein, les gyroroues magnifiques sur lesquels on ne marche plus, si possible. Moi, je prends des photos régulièrement dans les aéroports ou dans les gares où on voit les gens qui choisissent l'escalier mécanique ou l'escalier de tout le monde prend, etc. La maison des sports de Montpellier, pour en parler, elle est magnifique. Donc vous n'avez pas d'accès à l'escalier. Vous avez que l'ascenseur. Donc cette hypersédentarité due à plein de raisons architecturales, etc., fait que pour les jeunes générations, et en particulier pour les Français et les Françaises en particulier, elles sont véritablement sédentaires. Donc la recommandation, c'est d'aller au moins à 3 heures par semaine, et avec évidemment l'idée, vous l'avez dit, hein, Olivier, au début, c'est important, la régularité. Le gros problème de cette molécule activité physique ou sport qui a des bénéfices systémiques, à la fois sur le cerveau, à la fois sur le muscle, à la fois sur le métabolisme, si on n'en fait qu'un mois pour préparer la plage, il y a quelques Montpelliérains, et en disant on va démarrer au mois de mai, puis après on arrête dès qu'on passe au mois de novembre, et pose de vrais problèmes, parce qu'en fait il faut de la régularité. Donc parfois effectivement on peut en faire, mais on n'en fait pas suffisamment. Donc 3 heures au minimum pour les jeunes, et de façon plus large, mais surtout avec un principe essentiel qui est la régularité. La régularité. Merci, pas de questions pour le moment. Moi, j'avais envie aussi, Jonathan Drutel, vous avez évoqué l'impact de la maladie sur l'environnement et notamment l'environnement familial. Et est-ce que vous pouvez aussi, est-ce que le rôle de votre père a aussi été important justement dans votre décision de vous engager dans ces défis sportifs, puisqu'il vous a beaucoup soutenu? Est-ce que voilà, l'environnement peut aussi avoir ce rôle de booster? De toute manière, on dit qu'on guérit d'une maladie de par aussi la motivation d'avoir envie de guérir. Si demain vous n'avez pas envie de vivre, vous n'allez pas guérir, ou il y a beaucoup moins de chances, quoi. Et c'est clair que pour avoir envie de guérir et cette force qu'on m'a transmise, il faut être bien entouré en fait. Et ça, je l'ai eu forcément grâce à mon père un peu plus, mais grâce à tous mes amis, toute ma famille, ça a été forcément indispensable. Les médecins aussi, les médecins aujourd'hui, la plupart, il y en a certains que je considère comme des amis, quoi. Quand lors de reportages télévision, ils étaient interviewés et que je voyais dans les yeux des médecins des larmes qui coulaient quasiment, voilà, on se rend compte de l'émotion qu'il y a eu derrière et de leur engagement dans mon combat en fait. Et ça a été forcément indispensable pour que je puisse un jour, pour que je puisse être là aujourd'hui. Après, moi, je voulais rebondir quelque chose qui est assez intéressant tout à l'heure sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, cet accompagnement sportif, il existe déjà dans les centres de mucoviscidose, en fait. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, qui ne sont pas financées par la Sécu, mais qui sont financées par les associations et qui permettent à des patients, parce qu'on s'est rendu compte que l'activité physique est indispensable pour qu'ils aillent bien, psychologiquement et physiquement. Et ça, c'est mis en place aujourd'hui dans les CRCM, donc dans les centres de compétences de la mucoviscidose, pour accompagner ces patients et les amener le plus loin possible sans transplantation. Il y a autre chose que vous disiez qui est assez intéressant, où je voulais rebondir aussi, sur le fait que plus on vieillit, on se dit ça ne sert plus à rien, les muscles ne se régénèrent pas, etc. Sur une greffe cardiaque, en fait, on dit que le cœur est dénervé quand il est transplanté parce qu'il est retiré de tous ses organes, et donc il y a des micro-liaisons qui sont faites avec le cerveau qui n'existent plus. Donc si vous voulez, quand on est transplanté cardiaque, quand on sort de la transplantation, le cœur, il bat, par exemple, je dis une connerie, à 80, il ne va pas bouger.
Si on a une émotion, il ne va pas bouger, 80. On fait un effort, il ne va pas bouger non plus, il reste à 80. Et en fait, il y a un apprentissage qui se fait derrière, qui ne reviendra jamais normal. Mais grâce au sport, aujourd'hui, il y a une évolution, pour ma part, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on commence à se demander s'il n'y a pas des micro-liaisons qui commencent à se reformer et qui fait que le cœur réagit de mieux en mieux. En gros, aujourd'hui, moi, sur la dernière année, mon cœur, aujourd'hui, la nuit, il arrive à descendre jusqu'à 40. Ce qui est incroyable, en fait. Il ne faudrait pas qu'il descende plus bas, il commence à me dire. Mais il a une plage qui devient énorme, en fait, alors que c'est très, très rare chez un patient qui est transplanté cardiaque. Donc c'est là où on voit que le corps humain, il est complètement exceptionnel et qu'il arrive, malgré tout, grâce au sport, là, à avoir cette modification et ce retour, on va dire, presque à l'original, quoi. Grégory, quelques secondes. 30 secondes pour dire, vous avez parlé de père, le père, mais je vais parler des pères également. Et que les pères patients sont aujourd'hui dans les associations ceux qui vont aussi changer les choses. Et peut-être que vous avez rencontré des pères PA hier aussi, des patients qui vous ont donné la force d'avancer. Merci. Je voudrais juste rappeler que les livres de nos invités seront dédicacés au premier étage. Voilà, au premier étage, auprès de notre libraire. Donc un grand merci à vous. On vous applaudit une nouvelle fois.